peut-être pas autant aussi vaste que l'Afrique, vu sa territorialité, mais c'est du fait de la mise en présence de plusieurs communautés, un contexte qui met en place un discours qu'on pourrait élargir au monde entier. Et les causes sont très profondes et ça vient de très très loin ce qui vient de se passer. Si on le juge sur le tas, si on le juge au direct, on risque de se tromper parce que non seulement c'est l'émotion qui va primer, mais surtout la lecture sera biaisée et très réduite. Alors, nous avons assisté à l'Afrique du Sud à l'explosion d'une marmite à pression dans une société semblable à une bombe à retardement ou une situation prévisible, je précise prévisible, qui gangrène l'apparente paix, couvre depuis longtemps et s'est servi maladroitement des alibis de l'indifférence, ça je parle de nous tous, pour se déchaîner. L'Afrique du Sud, pour sa part, a des insuffisances, personne ne va le nier, et ces insuffisances surtout dans la gestion controverse et laissée à des hommes pas forcément à la hauteur de la situation. Eux-mêmes, il faut déjà, et je voudrais pas qu'on pense que je suis en train de les justifier, mais eux-mêmes, il faudrait qu'on comprenne qu'ils sont les fils d'une longue traversée de désert malheureuse, voilà, qui peut-être ne les a pas armés politiquement pour maîtriser la suite. C'est-à-dire que le Sud-Africain politicien ou qui que ce soit, il n'avait pas de référentiel pour comprendre ce qu'aurait été son pays une fois la liberté obtenue. Et je précise, je vais revenir là-dessus plusieurs fois. There's no freedom without justice. Ça, c'est un legs que nous a laissé Mandela, avec lequel il faut toujours qu'on fasse chemin quand on analyse des situations comme celle qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Alors, une fois la liberté obtenue, les Sud-Africains n'avaient pas de référentiel préalable. Tout à fait. Sur lequel se baser et gérer un pays qui leur revenait de facto. Alors, on va accuser les politiciens, et je suis aussi d'accord, parce que c'est eux qui ont en main le pays. Principe inter pares, c'est-à-dire le premier parmi ses pairs, le président Jacob Zuma, visiblement sans point, sur sa propre famille, puisqu'il n'a rien dit sur les propos incendiaires répétés par son fils, mais présomptueux, au point de penser que le silence et le laxisme étaient des sédatifs miraculeux. Mais est-ce une raison aussi de se donner, d'attaquer un peu d'autres Africains, d'autres étrangers vivant en Afrique du Sud? Bon, la raison c'est que c'est une réaction. Donc il y a quelque chose qu'on doit comprendre au préalable. Ce n'est pas un droit, ce n'est déjà pas un passage obligé, mais ça s'est produit. Nous savons que les pompiers arrivent toujours après le feu, et dans de nombreux cas, quand l'incendie a pris le large, et parfois, le feu même se rebelle à toute tentative d'être maîtrisé. Permettez, ça c'est moi qui parle, cette fois-ci avec le cœur. Bon, puisque nos ancêtres veillent et remplissent toujours leur contrat, ça n'a pas été le cas en Afrique du Sud, Dieu merci. Et les autres se sont calmés avec une intervention musclée et massive de l'armée. Mais je précise, ils sont arrivés tard. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est ça la situation qu'il faut? Est-ce que sur le long terme, ça peut être la norme? Mais voilà pour la situation et les faits. Alors, mais pourquoi on en arrive là, mon frère Kane? Je voudrais avec toi souligner que l'apartheid est fini. Nous savons avec quelle implication de toute l'Afrique. Le citoyen sud-africain, qui était le dernier maillon de toutes les chaînes, chez lui, avait besoin d'être éloigné de toutes les raisons qui allaient lui procurer de nouvelles frustrations, permettant ainsi qu'il ait un recours spontané à la violence, sa meilleure amie. Là aussi, je vais revenir plusieurs fois. La violence, sa meilleure amie de tous les temps, comme solution immédiate pour imposer la justice sommaire, en temps et lieu de la justice sociale, qui reste la clé. Ça, c'est des notions que je vous donne sur lesquelles je vais vraiment revenir. La clé de la situation, justice sociale. Rappelez-vous, there's no freedom without justice. Il n'y en a pas. We don't go nowhere without that. C'est vrai. On ne va nulle part. You don't achieve it, you achieve nothing. Tu n'as pas ça, tu ne vas nulle part. Tout à fait. Alors, la clé de la situation, mais ça reste surtout la justice républicaine qui peine à s'imposer par l'éducation au devoir avant l'éducation au droit, et précisément
la métabolisation de la mémoire douloureuse. Moi, je vais beaucoup parler de sociologie de la violence et de la douleur ce soir. Ça, c'est le travail de l'État. Ouais. Là où l'autorité a failli, et comme semble l'indiquer, je me suis beaucoup documenté. Hein. Ouais. Et Ça se voit. souvenez-vous que moi, je proviens aussi d'une permanence sur le terrain. Et j'ai des oreilles attentives, j'ai des contacts constants avec lesquels, même quand ça ne semble pas préoccuper le monde, Ouais. je parle et je vis l'Afrique du Sud au quotidien. Tout à fait. Ça, il faut bien qu'on le sache, parce que j'ai l'impression, malheureusement, avec nous les Africains, Monsieur Kahn, les autres ne m'intéressent pas. Excusez-moi, je vais souvent le dire. Ouais. Moi, je parle pour les Africains, je parle des Africains. Ouais. Les autres ont déjà leur voix, leurs représentants et leurs opportunités. Ce n'est pas à eux que je fais un tort quand je parle des miens. Ouais. Ok? Donc, moi, je dis que là où l'autorité a failli, comme le député l'honorable Malema l'a précisé en disant non à la xénophobie, Ouais. il a dit jetant toute la faute sur le président Zuma, qui jusqu'ici a appliqué la violence contre le leadership à chaque fois qu'il a eu à affronter des revendications. Alors, quand la violence est la réponse à toute protestation, ça c'est le reproche que je fais aux dirigeants sud-africains. Ouais. On arrive à la justification, ce qu'il ne faudrait pas dans ce cas, on arrive à la justification de son emploi par le non-écouté, comme disait le pasteur Martin Luther King, Ouais. qu'on connaît surtout comme un pacifiste absolu. Mais voilà, Martin Luther King disait ceci: Violence is the language of the unheard. La violence, c'est le langage de celui qu'on n'a pas pris la peine d'écouter. Ouais. Maintenant, dans le KwaZulu-Natal, selon le député Malema, le roi Zwelithini Godwill n'est pas responsable, mais lui aussi, qui déclare avoir été mal interprété et ignoré quand il a appelé à cesser la dérive, est depuis toujours mal soutenu par l'autorité étatique qui, immanquablement, cette fois-ci, l'a aussi sous-estimé. Je m'explique. Oui. C'est très dangereux quand l'État occidentalisé qui occupe nos territoires postcoloniaux méprise nos institutions féodales de base. C'est vrai. Les discours préparés en Afrique du Sud sont depuis longtemps moins efficaces que la gesticulation politique. Ouais, on laissera ça pour la fin d'ici, parce que moi je parle d'ici pour qu'on s'accorde sur les différences entre Voilà. la faute, la culpabilité, le tort et la responsabilité. Voilà. Mais pour en revenir un peu sur les Africains, vous disiez tout à l'heure que les Africains... mais les Africains, dans les réseaux sociaux, cette semaine, on a vu que beaucoup d'Africains qui se sont indignés par rapport à ce qui se passe donc en Afrique du Sud, en qualifiant des Noirs sud-africains de xénophobes ou en faisant une mauvaise lecture de la situation, qui d'ailleurs en accusé les Sud-Africains noirs d'ingrats. Voilà. Ils ont fait une lecture passionnée, compréhensible, Oui. vraie, mais pas juste. Moi, je dis toujours, keep in mind, we're looking for justice. On cherche la justice. Ce qui est bien, ce qui est vrai n'est pas toujours juste. C'est vrai. Voilà. C'est que, maintenant, comment l'information a été gérée? Recoupée, et la situation analysée ou interprétée, surtout par les Africains, et permettez-moi d'insister, noirs. Nous avons vu des choses horribles en Afrique du Sud, Monsieur Kahn. Et le ressenti de ceux que j'interroge sur place, c'est que nous parlons de loin d'une situation pire que ce qu'on peut imaginer et qui ne laisse personne dormir des deux yeux. Ou alors circuler en toute tranquillité, la tête relaxée. L'étranger aujourd'hui se méfie du Sud-Africain, mais ça ne date pas que d'aujourd'hui. Moi, je vais revenir là-dessus. Il y a des détails que nous avons été somnolents à accueillir. Alors, l'étranger se méfie du Sud-Africain, et c'est regrettable, car ni lui, ça c'est ce que je voudrais qu'il comprenne, ni lui l'étranger, ni même les Sud-Africains n'ont voulu la situation. C'est-à-dire, personne ne veut qu'un jour je me retrouve en train de taper sur mon frère pour vivre. Oui. C'est ce que je suis en train de chercher à dire. Tout à fait. Mais beaucoup refusent d'avoir vu la chose arriver.
moi je vois la probe indistinguée qu'on est en train de jeter sur la main qui actionne la gâchette, sans pointer le doigt accusateur sur celui qui actionne le cerveau, qui a conditionné la main, qui a façonné le bottage en touche très très peu élégant qui fait la part belle des analyses que je lis depuis une semaine. Ouais. Moi je n'aime déjà pas quand les autres qui ne nous ont jamais aimés Tout à fait. en profitent chaque fois qu'il y a des troubles. Ouais. Des troubles qui sont en train d'endeuiller l'Afrique, et on en parlera aussi avec des bateaux Ouais. dans lesquels sont entrées des personnes que j'ai vues descendre dans le pays où je vis, et qui sont morts en un nombre aussi important que 900 en 3 jours. Malheureusement. Voilà. Donc on a 900 Africains qu'on doit pleurer cette semaine. Il faudrait un drapeau noir sur toutes les résidences des dirigeants d'Afrique. Pendant au moins une semaine. Tout à fait. Ok? Oui. Bon, des faits sont en train d'endeuiller l'Afrique entière, en partant de son extrémité australe. Faites très attention, parce que ce qui est en train de se passer en Afrique du Sud aujourd'hui va conditionner d'autres flux migratoires. On annonce pour les 5 prochaines années 1 million d'Africains qui sont déjà en marche depuis le Cameroun, depuis le Nigeria, depuis le Niger, depuis le Mali, depuis l'Érythrée, depuis le Darfour, pour ceux que vous et moi connaissons. Ouais. 1 million va devoir affronter la fuite ou la mort sur place, la fuite et la mort ailleurs. En Afrique australe, il y a des gens qui profitent d'une situation épisodique pour envoyer des messages avec lesquels ils construisent notre mentalité, pour nous conduire à penser que le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Moi, je dis, Bebela, comme on dit chez nous, peste. Mais on ne va pas dire que l'Africain est le mal de l'Afrique, mais plutôt que les Africains, notamment, certains dirigeants sont complices de ceux qui nous dépouillent. Et d'ailleurs, nombre d'entre eux n'ont pas de passeport africain. Ils ont des passeports occidentaux. Et ils ne sont donc plus au sens proprement parlé des Africains. Donc le problème de l'Afrique, ce n'est pas les Africains. Ça, ce sont des mots que je prends de la sagesse de l'archevêque Desmond Tutu. Commençons donc par comprendre que partout où il y a une civilisation importée, et partout où celle-ci a usé du moyen de la violence pour s'imposer, les perdants ont eu comme biberon, c'est-à-dire comme alimentation depuis la naissance, la violence. Et on ne peut pas demander à une poule qui mange des excréments comme provante de pondre du sucre, comme on ne peut pas demander à celui qui a été nourri au sang de cracher du lait. La première erreur dans l'analyse qu'ont fait mes frères africains aujourd'hui, cette semaine, je parle bien de la situation en indiquant que je n'ai pas encore touché les causes ou alors les conséquences pendant que les autres l'ont fait, malheureusement. C'est quand on pense qu'on a des raisons suffisantes pour dire aux gens d'éviter d'être clairvoyants et singulariser en disant, par exemple, ce n'est pas Kumalo qui a tué, c'est son village. Mais moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de tuerie, ou alors renonçons à la combattre, attention. Le sujet demande, je répète, qu'on se mette d'accord sur la relation dialectique entre rhétorique, politique, rhétorique socioculturelle, la faute, le tort, la responsabilité, la culpabilité et les faits. Ce sont les faits qui nous amènent à dire quelque chose qui aurait pu se gérer sans qu'on arrive à la violence. Tout à fait. Nous ne sommes pas devant des Sud-Africains qui s'entretuent. Ça, c'est la première des choses que je voudrais vous dire. Ou alors, nous ne sommes pas en face de ces Africains-là qui ne savent rien faire d'autre que se massacrer, s'entre-déchirer, se taper dessus, et puis s'envoyer au tombeau. Mais simplement, il y en a qui tuent d'autres sur la base d'une incongruité ethnique qui, pour autant diabolique qu'elle soit, suit quand même une logique, par contre, qui est, elle, historique. La manipulation diplomatique, la manipulation médiatique qui véhicule les reportages sur la chose, absolument insupportable comme cruauté humaine, avec une subtile mais claire orientation vers le blâme généralisé sur l'Afrique et sur les Africains. Ça, je ne supporte pas. Parce que ça jette la probe sur tout un continent. Tout à fait. Qui a des fils et qui a des fils assez clairvoyants, mais franchement, mais renvoie au calendrier grec les raisons de son indéniable et irrésolvable barbarie. C'est-à-dire que on en
pourquoi l'Africain cherchait aussi loin que le jour où Dieu a mis l'homme sur la terre les raisons qui indiquent qu'il est né pour être barbare. Point final, on ne va même plus discuter ça. L'Africain est comme ça, vous voulez quoi? C'est ce que les Africains disent. C'est ce qu'on a vu. Les Africains. Malheureusement. Il est une barbarie irrésolvable. Bon, on insinue que l'arsenal de sécurité n'a pas été dépêché puisque les politiciens sud-africains étant finalement des Africains noirs. C'est parce qu'ils sont noirs qu'on n'a pas envoyé l'arsenal de sécurité. On te dit que le pompier arrive quand l'incendie a déclaré. Mais non, comme ce sont les noirs qui dirigent l'Afrique du Sud là. C'est pour ça qu'on n'a pas envoyé des gens intervenir. Voilà ce que les Africains disent. Tout à fait. Mais il est bien ici preuve que les Africains auraient décimé... Dans ce genre de langage-là, on nous démontre que les Africains auraient décimé leur continent et les leurs. Les Africains auraient tellement vidé le continent que les autres qui nous ont envahis en arrivant, l'ayant trouvé vite, s'ils seraient installés tranquillement. Mais c'est... Voilà. C'est Zamba. Ce qui n'est pas vrai du tout. Mais on a blanchi, monsieur Kahn, on a blanchi plus que la couleur de leur peau. Des gens qui ont semé la panique, la fuite, la mort, la zizanie et l'extermination sur une base raciale pendant 16 siècles. Ouais, triste. Puisque des Africains tuent des... Mais c'est-à-dire que, comme des Africains tuent des Africains, le blanc avait raison de tuer des Africains pendant 12 siècles. Les Africains tuent des Africains pendant une semaine. Oh non, ça suffit. Ces gens-là, mais comment... Ils sont même tués. Ramenez-les pour qu'ils nous tuent, dis donc. C'est ça qu'on est en train de dire. Voilà. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais pour en revenir un peu sur la situation actuelle en Afrique du Sud aussi, politiquement parlant, il existe encore, juste après la fin de l'apartheid, il existe encore de grosses disparités sociales entre blancs et noirs en Afrique du Sud. Est-ce que ça aussi, c'est pas une raison aussi de se révolter? Mais écoutez, M. Kahn, l'analyse rapprochée du Rwanda, au contact des Rwandais pour moi, avec des documents qui pourraient vous enlever le sommeil pendant des années, m'a beaucoup enseigné dans la lecture de la sociologie de l'horreur. Mais j'ai bien peur qu'on se trompe ici entre l'horreur et son évaluation et son impact vrai. Ouais. La chose sur laquelle tous doivent être d'accord, c'est le respect de la douleur, car c'est là qu'on voit les dangereux. Puis il faut faire attention aux sentiments et aux ressentiments. Là, il faut du sang-froid. Parce que si ceux qui ont une voix autoritaire dérapent, les justifications seront un bien vain mot. Je dis, la dégénérescence conduit malheureusement au regret. Et au moment de si on avait su, il faudra rentrer là où j'ai parlé de sang-froid et responsabilité. Alors, dans le cas rwandais, l'anthropologie de la douleur m'a enseigné que quand on passe d'une situation A de paix à une situation C de trouble social, il faut toujours se demander what happened in between? Mais que s'est-il passé au milieu? C'est-à-dire qu'entre A et C, il y a ce B là que tous savent, que vous venez de souligner, mais que personne ne veut désigner parce qu'on nous a enseigné comme ça. Alors, il faut de la sage attention pour demander et se questionner sur ce qui n'a pas marché. What didn't work here? Pendant que moi je parle d'analyse erronée, que je lis ça, moi je lis des avis sentencieux comme le noir est né paresseux. Les Sud-Africains sont naturellement violents, il faut les exterminer. C'est les Noirs qui disent ça. Moi, je sais qu'on viendra me balancer des propos comme arrête ton victimisme, tu as un racisme voilé, on te connaît bien, monsieur Mouroué. Du tout. Tu vois la faute des Blancs partout. En tout cas, ceux qui disent ça connaissent ma bouche. Personnellement, monsieur Kahn, moi, je n'ai pas pour habitude de donner de tort à Jean quand il s'agit de Pierre, juste pour satisfaire la complaisance politique de certains. Voilà. C'est ici que s'insère la différence notoire entre culpabilité. Vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez ouvert une piste d'analyse très intéressante. Culpabilité et responsabilité. Bon, après, tout le monde sait que moi je ne suis pas blanc et donc on ne peut pas demander à un lion de ne pas rugir. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Tout à fait. Voilà. Bon, le jour il faudra parler des 3 co-épouses qui ne respectent pas leur touche et leur mari parce que l'une s'est permise de ne pas respecter son devoir. Moi, je n'irai pas dire que c'est la faute à Napoléon. Ok? Voilà. Ça aussi, vous le savez. La clairvoyance, c'est le mot qu'il faut pour analyser une situation comme la situation sud-africaine. Et toujours penser que le capitalisme est une bête brutale qui ne pardonne pas. Quand une communauté entière a été le capital de l'autre, la
communauté noire a été le capital. Vous pouvez lire par exemple un excellent livre du journaliste écrivain Serge Billet, qui dit quand l'homme noir était l'or du monde. Ouais, c'est toujours l'or du monde. Ça s'est passé jusqu'à 1990 chez nous, il y a 25 ans en Afrique. C'est pas longtemps. Voilà, les gens pensent qu'on est en train de parler des 400 ans qui ont séparé l'Africain de l'Afro-Américain. Et puis bon, on sait qu'au Brésil, l'esclavage est fini en 1873. Moi, j'ai été en Tanzanie où on sait que l'esclavage durait jusqu'à 1964. Notre pays, le Cameroun, était déjà indépendant, le Sénégal aussi. Ouais. Voilà. Récent. Donc le capitalisme, c'est la clé de compréhension de beaucoup de choses. Quand une communauté a été le capital de l'autre, la liberté lui donne la violence comme ingrédient de la compétitivité. Tout à fait. Voilà, moi je parle de sociologie de la violence. Voilà. Donc, moi je lis que nous avons besoin de funérailles, sans autre faille, mais la haine cultivée a besoin de réparation. Je me permets d'insister. Ouais. Sinon, on n'est pas au bout des profanations. La seconde erreur, monsieur Kahn, c'est donc de refuser de penser que même le plus terrible des imprévus, personne n'avait prévu que les Africains allaient se taper dessus. Moi, je vous ai dit au début, personne ne prévoit qu'un jour, pour vivre, je dois taper le fils de ma mère. Ouais. C'est un temps que je ne fais pas à mes frères. Parfois, d'un moment d'incompréhension, c'est arrivé quand nous étions gamins, mais en grandissant, on a été discipliné pour comprendre que ce n'est pas judicieux de se battre entre membres d'une même famille. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Voilà, nous sommes une famille qu'on appelle l'Afrique. Je vais vous lire à la fin de mon propos quelque chose qui m'a touché en 2010 et qui a changé ma vision sur l'Afrique du Sud. C'est un Sud-Africain. Ça, je vais vraiment vous demander de me permettre de le lire parce que je l'ai écrit. Si vous voulez, vous pouvez y aller tout de suite. Quand ils m'ont contacté cette semaine, ils m'ont dit Monsieur Mungwe, vous aviez vu cette affaire en 2010 et nous on ne savait pas. Je lui ai dit, mais écoutez, il y avait déjà des violences en 2008. Mangou Soto Boutelé avait fait égorger des Africains en 1993 à la veille des élections. Vous étiez où alors ça vous plaisait tant que c'était des Sud-Africains qui s'égorgeaient entre eux? Ouais. Voilà. Est-ce que si vous voulez, vous pouvez y aller. C'est refuser de penser que même le plus terrible des imprévus n'est pas suffisant pour nous décourager du choix que nous avons fait de nous améliorer et de commencer, comme on nous l'a enseigné, à penser que nous sommes le problème des Noirs nous-mêmes. C'est-à-dire que nous seuls sommes la solution pour nous-mêmes. Mais nous, pendant que nous on pense qu'on est le problème de tous, tout le monde pense qu'ils sont notre solution. Ouais. Tout le monde sauf nous. Ouais. Alors, mon contact, parce que j'ai parlé à mes frères en Afrique du Sud cette semaine, mon contact en Afrique du Sud, lui aussi, dans son témoignage, pense que le centre de toutes les solutions, c'est l'éducation. Il a dit avoir du mal à convaincre que les Sud-Africains, que les étrangers d'Afrique ont beaucoup combattu pour que l'apartheid cesse. Ouais. Voilà, dit de cette façon-là, je comprends aussi que ça semble un discours stérile. Et voici les détails que j'ai trouvés pour enrichir la profondeur. C'est-à-dire que le premier partage sur la question que moi je lis est d'une Camerounaise qui disait « Voici l'Afrique des Africains ». Bon, inutile de vous dire que moi je n'ai pas trouvé ça sérieux. Ouais. Et moi je me souviens avoir commenté avec quelque chose comme donc vous êtes africain et vous estimez autant que pour vous, voici les Africains. Donc ce sont des malfaiteurs et pas ce sont des Africains. Voilà l'Afrique. L'Afrique c'est aussi les éclairés comme vous qui me donnez la parole aujourd'hui. Ouais. Les malfaiteurs s'appellent les malfaiteurs. Les malfaiteurs ne s'appellent pas l'Africain. C'est peut-être... Alors, les tares sont les tares, monsieur Kahn, et c'est peut-être malheureusement la chose la plus universelle que l'humain a. Moi, je dis la chose la plus universelle. Je n'aime pas l'universalisme, parce que c'est la fâche cachée de l'eurocentrisme que je n'aime vraiment pas du tout, mais du tout. Et c'est ça qui conditionne mes frères. Moi, je dis peut-être, moi, je déteste l'universalisme, plus que je ne peux avoir l'horreur d'une maladie terrible comme le sida. Mais si nous connaissons nos tares, ce n'est pas normal d'en faire notre identité. Parce que la connaissance du problème, c'est le début de la guérison. Donc l'Africain, c'est primordialement l'Africain bien éduqué, le guérisseur de l'Africain. Je reviendrai dessus. Peut-être vous pourrez penser que je prends du temps pour arriver à la réponse à votre question. Moi, je sais que votre question est là, elle est suspendue depuis. Quelle est la part de responsabilité des Blancs dans ce qui s'est passé? Voilà. Et je dis, ça s'appelle responsabilité. Parce que quand le doigt actionne la gâchette, il y a un malin génie qui a actionné le cerveau. Je vais y arriver. Donc, voilà l'Afrique des Africains,
C'est-à-dire que 5 siècles d'Afrique des envahisseurs, colons, esclavagistes, apartheidistes, qui nous ont inventé des problèmes, étaient mieux, je crois. Puisque l'Afrique des Africains, c'est ce qu'on a vu en une semaine. L'Afrique des Européens, qu'on a vu en 5 siècles, était beaucoup mieux. Ouais. Je vous donne des morceaux choisis c'est-à-dire de l'inqualifiable errance intellectualiste qui se vante d'être illuminé. Voici ce que ça donne. Les Sud-Africains sont noirs. Alors, ils sont trop violents. Moi, je vous lis. Franchement, je suis en train de lire cette fois-ci. Ce n'est pas ce que j'ai écrit. C'est ce que mes frères ont écrit. C'est vraiment regrettable que ce soit des intellectuels. Quelqu'un a écrit. C'est une chance énorme que la majorité noire ne soit pas autant riche que la minorité blanche. Quand je puis t'affirmer, mon cher, il parlait à un autre, il parlait à un sociologue que je connais très bien. Quand je puis t'affirmer que la haine du noir sud-africain pour l'autre, qui n'est pas noir, est immense, et pire s'il n'est pas blanc. Le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème noir sud-africain, c'est que le noir sud-africain est paresseux intellectuellement, et c'est un fait. C'est-à-dire qu'on a fait le scanner du cerveau de tous les Sud-Africains. Oui. Et non seulement on te dit que le laboratoire donne ça, mais on dit que la création avait prévu que le Sud-Africain est intellectuellement inférieur. C'est grave. C'est très grave. Et c'est un noir qui dit ça. C'est grave. Mais on ne veut pas comprendre que le système a abruti les patrons de la terre par l'exclusion. Absolument. Voilà. Moi, c'est tellement ennuyeux et injuste. Moi, le tabac d'indiscrimination sous fond de discrimination raciale, sur le lavage des responsabilités qu'en font les Africains. Mais c'est tellement ignoble que moi je me demande s'ils ont compris que c'est sur la farfelue haine ethnique que tout se repose. La haine ethnique qu'il ne faut pas que nous, à notre tour, on propose. On tombe dans le piège, ouais. Je lis encore. Le noir est en général paresseux. Ah là 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 là, maman Nangaï. Là, on a dépassé l'Afrique du Sud, c'est le noir. Ça dit que même si tu es en Indonésie, tu es noir, tu es paresseux. Si tu es aux États-Unis, tu es noir, tu es paresseux. Si on t'a vu arriver en Norvège, là, on a vu arriver la paresse parce que tu es noir. Le noir est tellement paresseux. Mandela a failli à sa mission. Là, ça dit on peut arriver un monsieur qui est mort après s'être tapé 27 ans de prison et qui ne peut pas lire notre lâcheté parce qu'il est mort. Mandela a failli à sa mission. Les Sud-Africains sont des idiots. Pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui parle, je lis ce que mes frères ont écrit. Les Sud-Africains sont des idiots de la pire espèce, et surtout de gros paresseux. Voilà. Ouf. Voici ce qui m'a le plus choqué, pour dire vrai. Voilà. Moi, je suis en train d'arriver à la question blanche, monsieur Kahn. Les bourgs avaient raison de parquer ces animaux dans des réserves. Maman Nangaï. Ah bon? C'est un intellectuel administrateur camerounais qui balance ça. C'est-à-dire quelqu'un qui jongle avec la politique de son pays. C'est grave quand même, hein? Si ça atteint c'était nouveau. Laissez-moi les blancs, vous parlez les blancs. Je vais y arriver, mais d'abord entre nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous sommes en train de devenir le meilleur alibi pour une nouvelle invasion de l'Afrique. C'est dommage. C'est un peu de la naïveté. C'est un intellectuel qui dit ça? C'est-à-dire que pendant qu'on se tait et on n'impute pas à la nature de tous les Camerounais. Le Camerounais, d'abord, c'est un thème très creux d'une nationalité fictive, permettez-moi. Mais pendant qu'on n'impute pas à la nature, je ne dis pas aux Camerounais, à la nature de tous les Camerounais, le tort d'une de leurs compatriotes qui a mutilé son bébé la semaine dernière, on trouve qu'il y a une raison dans nos gènes et dans notre nature, c'est grave, qui déjà nous distingue des Sud-Africains, mais avait cyniquement sélectionné les Sud-Africains pour être piétinés avec une raison divine, mais piétinés dans leur dignité. Et c'est nous qui avons mal compris la chose en forçant notre indignation et fomentant une révolution qui finalement a permis que le plan de Dieu qui avait été préparé pour envoyer les bourgs, éviter la barbarie qu'on a vécue la semaine dernière, ne s'accomplisse. Voilà, je dis ça comme si je parlais en fulbé, pour qu'on me comprenne. On a vu la semaine dernière que si on avait laissé les Blancs finir avec les Sud-Africains, aujourd'hui le monde se porterait mieux. Voilà ce que ça veut dire. Donc, un noir te dit aujourd'hui que le plan divin d'amélioration du monde passait par l'anéantissement du Sud-Africain pour que le monde se porte mieux. C'est très grave. C'est très grave. Oui. Oui, c'est juste de l'ignorance.
Alors, ça me choque parce que la couleur noire devient dans ce cas, même pour le noir lui-même, la couleur de la vermine. Et non comme il est juste de remarquer avec le président Mugabe, simplement la couleur de la faiblesse, Monsieur Khan. Ouais. Je vous parle de la sociologie de l'injustice, de l'histoire de l'injustice. Parce que rien ne prouve que si les Noirs étaient dans leur villa, avec les privilèges des Blancs, bien gardés et armés, d'un, il y aurait eu ressentiment contre eux, parce qu'on ne les voit plus. Bon, ceux-là, ils sont qui? On ne les voit même pas. Ils sont tellement pacifiques et silencieux qu'on ne les voit pas. D'un, rien ne prouve qu'il y aurait eu ressentiment entre eux. De deux, rien ne démontre qu'ils auraient été à la merci des révoltés. C'est facile de s'en prendre aux faibles et puis aux voisins. Parce que paf à côté, c'est lui qui est à côté là. Mais plus exécrable encore, à la fin, c'est le blanc qu'on justifie et qu'on implore de venir finir son travail d'extermination qu'on lui a injustement reproché. Et ce serait bien que ce travail s'accomplisse finalement. C'est grave. Mais on dit ça parce que ça ne concerne que les autres, croyez-moi. Je crois qu'on disait ça des Rwandais il y a 21 ans. Et le Rwanda, c'est un pays d'Afrique absolument émergent aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, c'est curieux comment à l'espace d'une semaine, on s'autorise à rentrer dans l'histoire pour faire la panoramique de la classification des humains de façon rétrospective, pour ressortir comme si on avait été là au départ, mais non pas pour ressortir des hypothèses, mais carrément des raisons qu'on pense inébranlables et qu'on juge même transmissibles a posteriori, qui invalide la visée de l'enseignement de l'histoire. Une des visées de l'enseignement de l'histoire sur laquelle je reviens toujours, c'est quoi, M. Kahn? C'est insister pour enseigner ce qui ne doit plus se répéter, parce que quand pour la recherche de ton bonheur et de celui de ta communauté, tu mets en péril une autre communauté et son évolution sur le temps, sur la seule base de son existence sur ton chemin, ou alors sur la seule base de son aspect physique, on sait déjà où ça conduit. On sait déjà. L'histoire de Juifs est là pour nous l'enseigner. L'histoire des Noirs est là pour nous l'enseigner. L'apartheid est là pour nous l'enseigner. Donc, c'est absolument dangereux aujourd'hui de penser que pour des Sud-Africains qui ont mal compris le bonheur que pouvait être la présence d'autres Africains sur leur pays, sur leur territoire, on soit en train de penser que la justice, c'est de remettre l'Afrique du Sud à plat en renvoyant ses autochtones au bas de l'échelle humaine. C'est grave. Bon, voilà, juste pour ne pas aller, donc on va juste revenir un peu sur ce qu'on a appelé, je ne sais pas, justement, ou à tort, ou à raison, le Black Empowerment. Hein. On a parlé en Afrique du Sud de l'émergence d'une nouvelle classe noire en Afrique du Sud. Est-ce que c'est une réalité qu'on vit dans le terrain ou bien ce n'est que du théâtre? Voilà. Ça ne peut pas être que du théâtre. Je ne sais pas si c'est une réalité, mais c'est un programme. C'est un destin. C'est un devoir. On ne peut pas résoudre la situation d'infériorité et d'inégalité pluriséculaire qui a handicapé l'Afrique du Sud sans redistribuer les privilèges. Tout à fait. Et sans construire de façon à ce qu'il devienne compétitif celui qui a été pendant longtemps dans l'histoire l'opprimé. Tout à fait. Donc, si la politique et le social n'aideront pas le Sud-Africain à se sentir maître chez lui, et je veux même dire privilégié, permettez-moi, il n'acceptera jamais, après avoir perdu contre l'étranger blanc, venu de loin, de remarquer que quand l'Afrique avance, ce sont les Africains qui l'ont trouvé sur place qui le devancent. Donc il faut créer une symbiose interafricaine qui ne distingue pas des opportunités, mais donne aux locaux l'idée d'être les premiers de la classe. Voilà. Et ceci, l'assistance sociale devrait savoir ou pouvoir s'en charger à travers des coopératives, par exemple, la gratuité de l'éducation primaire, le logement,
Et le voyage, moi j'ai dit le voyage parce que il y a un problème aujourd'hui. Ouais. Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est parce que c'est nous qui voyageons et l'Africain du Sud a été conditionné à être dans une prison qui est sa maison. Ouais. Il ne voyage pas beaucoup. Ouais, Même quand on leur donne maintenant la possibilité de le faire, ça ne bouge pas beaucoup. Il ne bouge pas, ouais. Donc il faut les éduquer à comprendre que le monde existe. Tout à Et fait. le monde n'est pas l'Afrique du Sud. Voilà. Parce que s'ils restent dans la logique que le monde est l'Afrique du Sud, ipso facto, ça va les ramener à la conception de l'Afrique du Sud comme la longue prison que ça a été. Pourtant, cette prison, c'est leur maison. Tout à fait. Voilà. Voilà. Mais les médias, juste pour terminer avec l'Afrique du Sud, les médias sud-africains, ou bien les médias occidentaux, ont l'habitude de fustiger un peu l'État sud-africain, l'État noir sud-africain. Vous avez parlé tout à l'heure de redistribution des privilèges. Ils critiquent toujours en disant que voilà, c'est des corrompus, parce que l'État sud-africain tente de redistribuer les privilèges, d'ailleurs, au peuple, à la population noire. Mais c'est une politique que l'État, pour ce qui m'a été permis de voir, tente tant bien que mal de concrétiser. Bon, il y a déjà le fait, moi je dis que le pays n'a peut-être pas les politiciens aujourd'hui qu'il mérite. Ouais. Et il y a aussi la grande disparité entre ceux qui détiennent vraiment la possibilité de faire décoller le pays économiquement et ceux qui sont dans le besoin. Alors, il faut éduquer la population au travail. Ça, c'est indéniable. Ouais. Il faut éduquer la population au travail. Voici ce que j'ai reproché à la mauvaise lecture qui a été faite de la situation sud-africaine. Parce que, je répète, il y a eu des troubles épisodiques dans leur histoire post-apartheid depuis qu'on pensait être sorti du tunnel en 1990. Mais le cas sud-africain permet qu'on revoie la situation des brimés de la planète. J'ai eu beaucoup de mal à lire que le problème, c'est parce que l'Africain est né paresseux et n'aime pas le travail. Ouais, c'est pas vrai du tout. Franchement, c'est pas sérieux. De la part de ceux-là même qui dans les pays la plupart sont en Occident comme toi et moi, de la part de ceux-là même qui dans le pays des autres passent le matin en allant eux-mêmes au travail déjà, voilà, sur des routes que lavent et décorent certains des leurs. Ouais. Ce sont souvent nos frères qui lavent les routes ou pas, monsieur Kahn? Tout à fait, c'est eux-mêmes. Voilà, nous sommes nés paresseux ou alors on a inculqué la mentalité de la paresse. Voilà, c'est un lavage de cerveau qu'ils ont subi certainement. Voilà. On dit ça et on ne pense pas que l'Africain a justement été déporté aux quatre coins du monde, mais justement comme force de travail. Tout à fait. Mais c'est intelligent ça pour une tuerie que tout le monde regrette. Remettre en question l'attitude laborieuse de toute une race. Ouais. J'ai dit à mon frère, j'ai agayé mon frère, ça c'est pas possible. Je vois donc que pour eux, l'effort de la sociologie du noir et du travail dans les espaces dénaturés par la domination étrangère et la soumission d'une race par l'autre n'a pas été fait de façon pondérée. Le travail, je commence par ça, le travail anoblit l'homme, en ce sens qu'il est le moyen par lequel il assure son épanouissement. Tout à fait. Or, si le travail est une contrainte, la liberté sera directement conçue par l'esclave comme la fin du travail. Ouais. Ou la nécessité de l'absence du travail. Parce qu'on ne travaille plus depuis que celui qui nous punissait, qui nous forçait à travailler, nous a laissé libres. Nous a laissé libres, ouais. Voilà. Donc la fin de l'esclavage est la fin de la contrainte. Mais souvenez-vous que la liberté ne s'obtient pas sans la justice. Ceci est vrai pour tous. Donc si pendant des siècles tu bases le progrès sur l'exploitation et les inégalités, tu as déjà ensemencé la pépinière de la révolte, de la revanche, de la violence et de la haine, y compris la haine de soi, parce que l'esclave va se détester, et il va détester sa situation et fatalement se croira né pour être au bas, sans trouver ça juste. Mandela disait qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de liberté sans justice, et il avait raison. Ouais. Donc une fois la servitude finie, le piège c'est que le besoin ne cesse pas, il faut travailler. Or, les privilégiés n'ont toujours pas distribué les privilèges, et au contraire, ils se sont isolés loin des nécessiteux. Oui.
pour la première fois, découvrent la nécessité eux aussi de promotion sociale par la compétition. Et la seule compétition qui leur reste, c'est la compétition entre pauvres. Ouais. Non, il faut que l'État trouve une solution à ça. Autrement, la violence ne les a pas quittés. Car la violence a été la nourriture depuis leur naissance pendant 500 ans. Alors, tout repose sur ça. Les discours politiques à des fins électoralistes ou négativistes avec pour but de maintenir les privilégiés au haut de l'échelle, en favorisant la suppression des damnés, voilà l'effusion de sang que ça a produit. Franchement, M. Khan, c'est ça. Voilà. Ça peine à décoller la distribution des privilèges. Il ne faudrait pas être sorcier pour comprendre que le manque d'éducation et la politique falimentaire est la politique falimentaire qui démembre la société sud-africaine. Et c'est ça qui a produit le vilain. En clair, les Blancs, en niant aux Noirs les chemins de la promotion communautaire, ont péché 2 fois. Je vous explique. Ils ont alimenté la brutalité, et ça n'a pas été trop malin, car c'est chez les riches qu'on viendra voler. Voilà. Parce qu'on viendra chercher à manger en violentant leur tranquillité, et par ailleurs condamner une communauté à une stérilité quant à la promotion quant à la promotion communautaire, c'est-à-dire c'est démembrer l'humanité entière, car on retranche à l'humanité la possibilité de compter sur une partie de sa population, la population noire dans ce cas, pour s'améliorer. C'est-à-dire que quand on ne permet pas que les Noirs aussi s'anoblissent par le travail, ça veut dire qu'on ne permet pas à l'humanité de compter sur les Noirs pour s'améliorer. Tout à fait. Voilà. Le white flight aux États-Unis, au Brésil, comme en Tanzanie, ce qu'on appelle l'Afrique du Sud aujourd'hui, a permis que... Le white flight, c'est quoi? C'est que quand maintenant la démocratie arrive, je suis ton égal, comme l'Indien est mon égal, le Chinois est son égal, les Blancs fuient. Ça s'est vérifié aux États-Unis. Ça s'est vérifié au Brésil. Tout à fait. Ça s'est vérifié à Londres. Ça se vérifie en Afrique du Sud. Mais quand les Blancs fuient, quand les Blancs fuient, ils fuient avec les capitaux. Et le Noir ne reste là que pour décharger sa frustration sur le premier venu. Or, si le premier venu est le seul, et si le premier est seul parmi les médiocres, qui reste l'absolue majorité, le désastre c'est déjà dans le quartier. Il ne faut pas qu'on se trompe. Disons que aujourd'hui, si nous le disons sans nous voiler la face, et sans renoncer à nos responsabilités, les Sud-Africains sont l'héritage explosif que nous a légué l'exploitation, et nous sommes la chance, nous les Africains d'ailleurs, nous sommes la chance qu'ils ont de s'en sortir, car il nous revient de leur montrer le chemin. Tout à fait. À leur niveau, je crois que c'est ce que les politiciens ont fait, en utilisant comme levier la cohabitation continentale, la coalition continentale qu'il y a eu derrière Mandela pour éviter que l'apartheid produise une hécatombe. On n'en serait pas là si l'Afrique n'avait pas soutenu Mandela. Il me semble que c'est ce que le ministre de l'Intérieur a véhiculé comme discours dans son interview. Voilà, en tout cas, bonne conclusion. Juste pour vous dire que nous sommes avec Mathias Mugwe, qui est journaliste, content editor depuis l'Italie. Alors, Mathias, nous avons parlé de l'Afrique du Sud. Maintenant, nous allons aborder un autre thème d'actualité qui a marqué cette semaine le monde entier à travers donc ces naufrages de bateaux remplis de réfugiés en mer Méditerranée. Alors, quelle première lecture pouvez-vous apporter par rapport donc à ces tragédies humaines qu'on a constatées cette semaine en Méditerranée? Voilà, pour faciliter la transition, permettez-moi de finir avec cette citation. Allez-y, vous pouvez y aller. Quand l'homme noir cessera, quand l'homme noir respectera l'homme noir, personne ne marchera sur l'homme noir. Et si on peut taper aujourd'hui sur les noirs en toute impunité, c'est bien parce que les noirs eux-mêmes se tapent entre eux pour des broutilles. Malheureusement. Voilà. Donc, passons à l'actualité des tragédies en mer Méditerranée. Oui. Encore une fois, on va dire, oui, d'accord, il y a eu plusieurs nationalités qui ont été qui ont péri dans la mer. Il y a eu un nombre incroyable de morts de plusieurs ethnies. Mais c'est encore nous, les Noirs, qui avons pris le gros lot. Les Noirs surtout venus d'Afrique. Ma lecture, c'est que tant qu'on n'est pas libre, tant qu'on n'a pas la paix,
tant qu'on n'a pas le bonheur, Ouais. tant qu'on n'a pas le loisir de jouir de ses propres richesses, on se mettra en route pour aller voir ailleurs. Ailleurs. Ouais. Il faut que le monde Le sache. Tout à fait. il faut que le monde intègre ça, en commençant par une vérité qui n'a pas changé depuis que nous sommes sur Terre. Je parle de nous, les humains. Les migrations, c'est la méthode la plus antique que l'être humain a pour occuper la planète. Ça ne va pas cesser. Je dis c'est un moyen, le déplacement, Ouais. pour occuper la planète et pour jouir des ressources qu'on pense avoir à notre portée. Je crois que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que si je ne suis pas libre, si je ne suis pas en sécurité, si je ne suis pas heureux, je me mettrai en marche pour aller voir ailleurs. Ailleurs, c'est normal. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais ça ne suffit plus pour la compréhension totale du phénomène. De nos jours, et même avant déjà, ça n'est nouveau à personne. Même la richesse fonctionne comme un stimulus pour aller s'installer où on pense Ailleurs. pouvoir le mieux jouir de ses privilèges. Ce n'est pas le pain quotidien des pauvres, la migration. Ce qui semble déterminant de nos jours, M. Khan, c'est la paix. Même le riche veut aller manger son argent en paix où il pense qu'on ne va pas le déranger. Pourtant, il migre. Il migre, ouais. Il migre avec sa richesse. Je vous parlais du cas des Sud-Africains blancs tout à l'heure qui ont trahi la démocratisation de leur pays en déplaçant les capitaux et eux-mêmes au Canada, Ailleurs. en Australie, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, Ouais. en Argentine. Tout à fait. Aujourd'hui, on vient dire pourquoi les Africains du Sud qui sont aujourd'hui libres ne s'émancipent pas. Parce qu'on a déplacé le moyen avec lequel l'émancipation allait se jouer sur place. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, si on doit remarquer que les migrants qui frappent aux portes de l'Europe, et parfois meurent pendant qu'ils sont en train de frapper aux portes de l'Europe, sont en train de fuir des zones en conflit armé, parmi lesquelles la Syrie, Ouais. l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen, la Palestine, Ouais. ou des zones qui sont sous les contre-coups du terrorisme. Le terrorisme qu'on nous a imposé, hein, parce On nous a que imposé, moi ouais. je crois qu'au Sénégal, vous avez eu l'exemple d'un très grand président qui était chrétien, Ouais. dans un pays où il y a une très forte communauté musulmane, Tout à fait. et personne ne cherchait à taper sur lui ou sa famille parce qu'il était chrétien. Tout à fait. Bel exemple. Ok. Donc, il y a des pays qui sont en train de subir les contre-coups du terrorisme, comme le Mali, la Somalie, Ouais. le Kenya, la Tunisie, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun et la Libye. Ou encore en train de sombrer dans une pauvreté alarmante comme le Bangladesh, l'Érythrée. Et en ce qui me concerne, franchement, ramenant les choses en Afrique, je ne vais pas alléger les dirigeants africains de leurs responsabilités dans l'hécatombe qui est en train de se produire dans la mer d'un pays où je vis. Ouais. Et où je sais très bien quel regard hostile on pose sur l'étranger, surtout sur les Noirs. C'est noir. Mais il existe un lien entre nos dirigeants et les responsabilités. Ce mot me plaît beaucoup. Qu'il convient de jeter sur ceux qui ont produit la situation qui déplace des gens dans les pays que je viens de citer en dernier dans la liste que je viens de vous donner. Ouais. Les gouvernants africains ont pour complices parfois bien plus sanguinaires parce que conscients et indifférents et même manipulateurs, les plus puissants du monde qui se trouvent dans les pays les plus riches, Ouais. et on va citer ceux du G8, ils se trouvent en Occident. Tout à fait. Ceux-là ont bien des responsabilités dans ceux qui poussent les Africains et autres à se déplacer à la recherche du bonheur. Et j'insiste, de la paix. C'est tout. Je tiens à préciser que le sentiment, c'est avec vous, Monsieur Khan, que je citais une phrase de mon ami le rappeur sénégalais Didier Awadi, Yawadi, ouais. il y a quelques années sur un plateau de télévision en France. Le sentiment qui anime les Africains,
sans qu'on puisse leur donner tort, ou alors si vous voulez donner leur tort, si ça vous fait dormir mieux, moi je ne veux pas leur donner tort. Le sentiment qu'il y a dans les Africains, c'est que c'est celui de venir aussi profiter des richesses qu'ils ont participé à accumuler. Tout à fait. Ce sont les Européens qui, avec une foireuse et meurtrière coalition, font assassiner le colonel Gaddafi. Et ils font éclater le vase de Pandore, qui a produit ce que nous regrettons tous aujourd'hui, et ce dont on ne trouve pas la solution. Moi, j'ai vu un citoyen marocain, un citoyen italien, d'origine marocaine, faire un témoignage, mais très fort à la télévision italienne cette semaine. Personne ne savait qu'il était parti de l'Italie pour aller combattre le terrorisme en Afghanistan, au nom de l'humanité. Il a dit ceci. Les moyens que les terroristes ont sur le terrain sont beaucoup plus importants que ce que vous et moi, nous sommes en train de nous préparer pour combattre. Ils sont loin en avance. Mais comment c'est arrivé, M. Khan? Comment ils ont... Qui leur donne des armes? Les pays africains n'en fabriquent pas. Tout à fait. Ça ne fabrique pas du tout. Et il me semble que c'est aujourd'hui, c'est juste que les pays africains sont rentrés sur le marché pour acheter des armes à ces mêmes pays qui ont armé les terroristes directement et indirectement. Dieu seul sait s'ils n'avaient pas programmé quelque chose pour penser de donner des armes aux mains déjà des mécréants et en plus sanguinaires. Tout à fait. Qui allaient les retourner, non pas contre des hommes, mais contre des intérêts. Si au milieu des intérêts, il y a des hommes, on les explose et on passe aux intérêts. C'est De Gaulle qui nous a enseigné ça. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Tout à fait. On déploie l'hypocrisie de ne pas savoir que les armes qui circulent en Afrique et font des malheurs au Cameroun, au Kenya, au Nigeria, en République centrafricaine, au Congo, au Mali, en Égypte, en Somalie et en Libye. Mon Dieu, j'ai presque cité la moitié de l'Afrique. Sont bien de provenance occidentale. Il ne s'agit pas seulement de l'arsenal de Gaddafi. Donc ils sont en partie responsables, hein? Donc, le colonel Gaddafi, lui, quand même, avait à cœur l'Union africaine. Tout à fait. Et il avait à cœur son renforcement. Et le renforcement de l'Union africaine, ça aurait produit, M. Khan, la prise des responsabilités de l'Afrique par des Africains. Mais on a empêché ça. Pour vous dire que le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique. Voilà. Le colonel, lui, en mourant, avait dit, vous me tuez aujourd'hui, mais vous jetez la digue que moi j'avais élevée pour protéger l'Europe des assaillants que sont les migrants. Ils sont déjà en route et ils n'auront d'autre choix que vous envahir. Et vous l'aurez voulu. Moi, les Italiens me surprennent. Bref, enfin, ils surprennent le monde, mais plus moi. Si vous voulez tomber dans le jeu qu'ils vous proposent, alors de se faire une bonne publicité de sauveteurs, tandis que les politiciens ont commencé à demander publiquement l'intervention de l'armée pour stopper les migrants. Le pape a dû intervenir ce matin parce qu'il dit mais ce n'est pas possible. Demander qu'on bombarde les bateaux, c'est commencer la guerre. C'est commencer la guerre. C'est-à-dire, après avoir bombardé la Libye, aujourd'hui, ils disent, nous allons retourner et bombarder ceux qui n'ont pas de pain. On a bombardé celui, selon eux, qui était armé, mais ils te disent très clairement qu'aujourd'hui, on va bombarder celui qui est désarmé. C'est grave. Et on dit que ça, c'est le meilleur moyen pour lutter contre la migration. L'Italien se vantait de sa bonté, ça, je le connais très bien. Puis les mêmes Italiens se plaignent du non-soutien de l'Union européenne, dont en réalité ils bénéficient des subventions, tout en sachant que 7 migrants sur 10 ne comptent pas rester en Italie. Un pays qui n'a pas les moyens de tous les garder. Ça, c'est vrai. Ils ont aussi leurs problèmes. Je suis le premier à le dire. Et l'un de leurs plus gros problèmes, c'est la politique italienne. Ils se mettent à la télé pour taper sur les étrangers, mais personne jusqu'ici n'a dit qu'on a attrapé des politiciens italiens en train d'orchestrer et d'organiser la migration clandestine pour se remplir les poches. C'est grave. Alors ne vous laissez pas manipuler par ces trafiquants. Ils sont bien connectés de l'Europe à l'Afrique et vice-versa. Et c'est souvent des politiciens. Bon, ajoutez à ça
Tel que le faisait remarquer un parlementaire du mouvement Cinque Stelle, c'est un mouvement qui a explosé comme ça il y a 2 ans en Italie, et qui est arrivé même à se tailler une part vraiment très importante dans le Parlement, sauf qu'il n'était pas géré au départ par des politiciens, donc ils ne maîtrisaient pas la chose politique, raison pour laquelle ils n'ont pas pris le pouvoir qui était leur ambition. Il a dit ceci. Alors que les États-Unis ont pris du recul, l'Italie est le pays qui vend le plus d'armes aux terroristes. C'est grave. Moi, je traduis son expression. Il a dit, nous, les Italiens, je me mets à sa place, nous sommes la carte de crédit du terrorisme. Alors, il n'est donc pas surprenant qu'on l'accuse aujourd'hui de soutenir l'immigration, mais personne n'a soutenu le politicien qu'on a attrapé à dire à son ami que laissons la drogue, vendons les hommes, ça donne plus d'argent. Un politicien a dit ça. Alors, il n'est pas besoin de... On est en train de dire que ce monsieur stimule les migrants, il est en train de faire passer un message aux enfants d'Afrique en disant venez en Italie, il y a de la place pour vous. Les enfants africains ne regardent pas la télé italienne, c'est d'abord une langue qui ne les intéresse pas. Donc ce monsieur n'a pas besoin de stimuler les migrants. Ils n'ont plus besoin de stimuler, ils sont déjà en route pour les raisons que nous savons. Ouais. C'est un fait, ils sont en marche. Puis les mêmes se plaignent que les âmes vendues pour du grand bénéfice soient retournées contre eux et menacent d'attentats leur pays et leur intégrité. Mais ils ne trouvent rien de mieux à dire que bombardons-les en Libye avant que les terroristes n'arrivent parmi les migrants. Mais puis quoi encore? Moi j'imagine vraiment très mal quelqu'un prendre le risque de traverser le Sahara à pied pour peut-être mourir en mer dans le but de venir en Europe poser des bombes. Mais soyons sérieux, monsieur Kahn. C'est pas logique, hein? C'est la vieille histoire du monsieur qui a inventé le masterisateur là. Ça y est, il invente le masterisateur. Après il dit je n'avais pas prévu que chacun allait masteriser ses propres CD dans la maison et jouer ça comme il aurait voulu. Moi je lui dis mais tu vendais, tu fabriquais d'abord quoi? Ouais. Voilà, mais on note quand même un double jeu de la part des Occidentaux, d'une part se sont indignés cette semaine. Il y a eu beaucoup de réunions par rapport donc à ces tragédies, mais aussi pour apporter des solutions, mais aussi en même temps on ferme les frontières. C'est quand même un peu contradictoire ce double jeu. Comment analysez-vous tout ça? Non, mais c'est tout à fait contradictoire. Alors je vous donne une nouvelle. Il faut que nos auditeurs le sachent très bien. Vous vivez dans un pays qui est l'Allemagne. Oui. Qui dans 3 ans aura besoin de 9 millions de personnes comme main-d'œuvre pour assurer son économie qui est la plus florissante d'Europe. Voilà. C'est-à-dire que si dans 3 ans, l'Allemagne n'a pas trouvé comment recruter 900 travailleurs, on va commencer à parler de la chute de l'équilibre de l'économie allemande. C'est sûr. Alors, nous sommes en Italie, qui est le 2e pays le plus vieux au monde. Ils passent tous les jours à la télé des vieillards pour nous dire en Italie, on mange bien. Ça veut dire que l'homme vit longtemps. Mais l'homme ne travaille pas longtemps. L'Institut national des statistiques a démontré que dans 21 ans, l'Italie n'aura pas fait naître assez de personnes pour assurer le passage générationnel et assurer la pension retraite de ceux qui sont en train de sortir du monde du travail aujourd'hui. C'est très bête de fermer les portes aux migrations, qui sont le moyen qu'ils ont trouvé pour rajeunir leur population. Moi, j'ai fait un constat, moi qui voyage souvent. Vous trouvez plus de femmes en Hollande, en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en train de pousser des bébés que vous n'en trouvez en Italie. Ils n'accouchent pas. Ah, c'est grave. La femme veut faire ce qu'on appelle chez nous le nyanga. Marcher dehors bien habillé, bien parfumé, bien machin, avec une peinture là sur ses lèvres, machin, bien montrer comment son ventre est plat parce qu'elle n'a pas mis d'enfant au monde. D'enfant au monde. Ça, quand même, c'est un peu étonnant. Mais oui, voilà des gens qui disent qu'ils veulent. Ils parlent tout le temps de crescita, la croissance. Dobbiamo assurare la crescita del paese che non decolla da anni. On doit assurer la croissance du pays qui ne décolle pas depuis des années. Moi je dis, mais comment tu réussirais? Vous allez réussir comment? S'il n'y a pas de travailleurs qui assurent la croissance économique, vous tirez sur les migrants. Il y a 2 fois plus d'Italiens qui vont à l'étranger qu'il n'y a de migrants qui arrivent en Italie. Ça veut dire que le pays doit revoir sa politique d'intégration sociale et sa politique économique, sa politique du travail. Alors, si celui qui vend les pizzas aujourd'hui à Rome est un
est un Égyptien et les gens se plaignent, il faut qu'ils comprennent que celui qui vend les pizzas à Londres est un Italien et les gens ne se plaignent pas. Ouais. Pourquoi l'Italien est quitté de l'Italie? Pour se plaindre après que l'Égyptien l'a remplacé. Il faut voir les choses de cette façon-là aussi. Ouais. C'est peut-être que les gens disaient, comme a dit ma soeur Ndja, qui a fait une brillante sortie sur France 2 avant-hier, dont tout le monde est en train de parler. Ouais, c'est fatigant. C'est que les gens ont le bon passeport. Ok? Ouais. C'est qu'il y a des gens qui peuvent voyager et travailler dans un monde globalisé, Oui. où aujourd'hui on peut se lever en Hollande, prendre un avion et aller diriger un chantier au Maroc dans l'après-midi. Mais on ne permet pas de penser que l'Africain peut jouir des mêmes possibilités. On ne parle même pas de privilèges, de possibilités. Ouais. Voilà. C'est même pas des privilèges. Hein? C'est même pas des privilèges, c'est une possibilité. Moi, je dis de toutes les façons, Monsieur Khan, ça ne cessera pas d'arriver sur les côtes. Ouais. Alors, pourquoi discutailler s'ils ont détruit la Libye et l'Afrique en ouvrant ce vase de Pandore? Voilà. Le vrai problème, c'est qu'ils ont créé un business où les gens risquent leur vie pour financer leur mort. Ouais, malheureusement. C'est-à-dire, je risque ma vie pour risquer de mourir en payant. Ouais. Puisqu'ils dépensent, moi j'attire votre attention sur ça, ce que les gens ne savent pas. Ils dépensent de 2000 à 10 000 euros pour venir. Nous sommes africains, nous savons comment ça se passe. Parfois c'est des économies de 50 personnes qu'on met dans l'espoir d'une personne qui va aider la famille en envoyant ces Western Union et ces MoneyGram que nous envoyons tous les fins de mois au pays. Ouais. Parce que je tiens à vous signaler que l'Afrique est en train de suivre grâce aux Africains. Nous rassemblons 13 fois plus que ce qu'on appelle l'aide internationale. L'aide internationale, voilà. En direction de nos pays. C'est sûr. Le vrai problème, c'est qu'ils ont créé des gens qui dépensent de 2 à 10 000 euros pour venir. Donc, ils ont de l'argent à dépenser et enrichir des gens dont les plus pauvres ont accumulé des patrimoines qui s'élèvent. On a vérifié ça à la télévision italienne cette semaine. Qui s'élèvent à 90 millions d'euros pour certains dans des banques de Hong Kong, du Canada, de Suisse, d'Israël et de Singapour. Ces gens ont donc de l'argent à dépenser et ce qui leur manque, c'est la paix. Ouais. Alors, je chute ici. Libéraliser les visas serait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Parce qu'on ne peut pas penser que un Italien se lève, il va chercher du travail aux États-Unis parce qu'il a le bon passeport. Oui. Un Africain qui avait l'argent pour payer un visa se lève, il peut mourir en Méditerranée parce qu'il a le mauvais passeport. Pourtant, c'était une force de travail qui était déjà en déplacement. C'est injuste. Voilà. Mais juste une dernière question, si vous voulez. Alors, nous avons fait déjà 1 heure d'interview. Le mutisme des dirigeants africains ne vous étonne pas un peu? Le mutisme. Non, ça ne m'étonne pas. Ou de l'Union africaine. C'est la même équipe. C'est-à-dire que ils sont souvent très complices. Regardez, le mutisme des Africains, des dirigeants africains, est de façon embarrassante en contraste avec leur loquacité et leur dynamisme. Quand il faut qu'ils se sentent Charlie. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de hiérarchie du deuil. Ouais. Mais on va me permettre de penser qu'au plus bas mot, 700 Africains sont morts cette semaine. Ouais. Qui probablement ne valent pas plus que 17 morts occidentaux. Ouais. Mais quand c'est des occidentaux, tout le monde s'indigne. Et ce n'est même pas ça, ça dit que on invite le monde à s'indigner. Si tu n'es pas Charlie, tu n'es pas dans le monde, tu es dangereux. Il faut que tu sois Charlie, sinon toi, c'est là, on va te soupçonner. C'est grave, hein? Ouais. Maintenant, quand on a bombardé au Kenya, il a fallu que des gens comme moi parlent longtemps pour que les gens commencent à afficher. You know what? I'm Kenyan. C'est grave. Le Kenya a produit quelqu'un qui aujourd'hui est président des États-Unis. Ouais. Monsieur Khan, vous me permettez vraiment de chuter sur, de revenir sur quelque chose que j'ai beaucoup partagé avec des frères sur la toile, parmi lesquels Faust, qui est en train de me suivre depuis le Cameroun, quelqu'un de très assidu. Oui. Il vient de m'envoyer son soutien. Oui, allez-y. Voici ce à quoi est dû le manque de respect qu'on a envers nous. On nous jugera toujours
à la hauteur du mépris que nous démontrons pour nos origines et nos identités. Quand le message qui passe c'est l'ailleurs ou la mort, on nous réserve direct la mort ici comme ailleurs. Les Noirs sont la seule communauté où quand on se réunit pour des choses hyper sérieuses et hyper sensibles, comme l'hécatombe des Africains dans la Méditerranée, il faut toujours qu'il y ait Dieu le bon nègre, le plus malin, le plus instruit de tous, qui disent mais n'oubliez pas quand même que cette semaine, un homme a tué sa femme en Allemagne. C'est la seule communauté qu'on a éduquée à d'abord penser au deuil des autres avant de rassembler ses enfants pour la vie. Ouais. Continuons comme ça. Tôt ou tard, on va nous dire qu'il y a trop d'Africains en Afrique. Et c'est l'Afrique qu'on va envahir, pas l'Europe. Ouais. C'est sûr, hein. Oui. En tout cas, les autres ont besoin de nous, hein. D'ailleurs. Quand tu dis que nos dirigeants ne réagissent pas, mais pourquoi ils vont réagir à la conséquence de ce qu'eux-mêmes ont préparé comme cause? C'est-à-dire que c'est eux qu'on fuit. Ils disent, mais les gars là m'ont fui. Laisse-les partir, dis donc. Ils m'ont fui. Vous voyez. Vous attendez à ce qu'ils réagissent? On ne peut pas réagir à la mort quand on n'a pas favorisé la vie. Tout à fait. La vie est dure en Afrique. Mais non, même si nos dirigeants, à titre individuel, ne réagissent pas, il y a quand même l'Union africaine. Il y a l'Union africaine qu'on a délégitimée. Il y a l'Union africaine à laquelle on a dit que vous ne comptez que pour du beurre. Laissez-nous à l'Union africaine, c'est quoi? Ouais. On en parlera la prochaine fois. Hein. Les gens comprendront que l'Union africaine, c'est l'ancêtre de toutes les unions. Ils ne le savent pas. Ils ne savent même pas. Ça, voilà. Donc on vient te dire que dans cette maison-ci, l'enfant compte plus que le père. Tais-toi. C'est vrai. Hein? On est venu chez vous prendre des présidents comme Gbagbo. On est venu tuer Kadhafi. L'Union africaine a dit quoi? Rien du tout. On a tué Charlie. L'Union africaine a dit quoi? Ah oui. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'Union africaine est délégitimée. Ouais. Pourtant, l'Union africaine, ça je tenais à le dire aux Africains. L'Union africaine était quelque chose de merveilleusement programmé pour être la face brillante de toute l'Afrique. Ah, c'est sûr. Le Nelson Mandela dont on a parlé tout à l'heure, c'est un produit du soutien de l'Union africaine. C'est-à-dire que quand Nelson Mandela arrive en Afrique du Sud, où on l'arrête finalement, et où on l'envoie au cachot pour presque 27 ans, ouais. C'est parce que l'Union africaine l'avait fortifié, béni et presque comme missionné. Les gens ne le savent pas. Mandela a été le révolutionnaire champion d'Afrique. L'Afrique l'a aimé et formé. Militairement, il était basé en Zambie. Voilà ce que j'appelle l'Union africaine. Ouais. Il a été dépêché en Éthiopie pour des conseils panafricanistes de celui-même qui a jeté l'idée de l'Union africaine moderne. Ok? Oui. His Imperial Majesty, Haile Selassie. Donc, pour gagner en confiance, Mandela a fait ce voyage en Éthiopie. Il était au Sénégal, où Senghor lui a remis un passeport diplomatique pour qu'il parvienne à contourner l'interdiction sud-africaine de voyager. Nous ne savons pas tout ça, les Sud-Africains encore moins. Il a étudié la guerre de guérilla du Cameroun pendant longtemps pour comprendre comment il pouvait saboter les richesses des Blancs pour qu'on s'intéresse finalement à la pauvreté des Noirs. Des Noirs, ouais. Et c'est par le Cameroun que passaient ces exilés comme Myriam Makeba, qui malheureusement a trouvé la mort dans le pays où je vis. Il a reçu sa formation militaire au Maroc. Les gens disent, mais peste. Donc les Maghrébins collaboraient avec les Africains. Je dis, oui, c'était l'Union africaine. Oui. Et là-bas, il a connu d'autres révolutionnaires comme Ariane Gwavi, Savimbi, Kwame Nkrumah, John Garang, et des alliances se sont tissées. Voici un détail que les Africains ne savent pas. L'OUA, comme ça s'appelait à l'époque, fonctionnait tellement bien que pour refuser en bloc la Coupe du Monde 1966, les pays africains décident de ne pas participer, puisqu'on avait admis l'Afrique du Sud à compétir. Ils disent, mais comment? Ce pays-là où il y a des Blancs qui pensent que nous tous on doit nous anéantir, donc représenter notre continent, on ne vient pas. Il n'y a aucun pays africain à la Coupe du Monde 1966 parce que l'Union africaine solidarise avec le malheur des Sud-Africains. C'était une bonne chose, oui. Voilà.
Non, c'est en Sierra Leone que Mandela parvient finalement à faire comprendre ce que c'est que son combat. Ouais. C'est en Ouganda qu'il dit, mais je ne suis pas un terroriste. Voilà ce qu'on a dit. Comme on avait dit d'Arafat au début, quand tu ménages les privilèges des Occidentaux, ils disent attention, gars, c'est un terroriste. Quand Mandela arrive en Ouganda, on dit que c'est vous Mandela le terroriste. Il dit que non, je ne suis pas un terroriste. Moi, je suis allé frapper, même pas des hommes. Nous, on n'a pas tué de blancs. Je suis allé frapper tous ceux qu'ils utilisent pour nous exploiter. Les Douranais lui disent, frappe-les encore. Nous, on a compris maintenant. On est avec toi. Sékou Touré lui remet de l'argent liquide, malgré ce que la France avait imposé comme embargo sur la Guinée. L'argent guinéen ne valait presque rien. Oui. Mais tout ce que Sékou avait dans une valise, il a dit à Mandela, you fight in the right fight. Tu es en train de combattre de bons combats. Voici l'argent. Moi, je te soutiens. Ouais. Et pendant des années, Gaddafi l'a soutenu financièrement. Tout ce qu'ils ont de nous dire aujourd'hui que le blanc est mieux là. Pourquoi le blanc en emprisonnement Mandela ne lui donnait pas l'argent du petit déjeuner tous les matins? Pourquoi son argent venait de Libye? Oui. Donc vous voyez que au moins l'Union africaine avait quand même un bon côté. Hein? Voilà. Donc l'Union africaine, c'est la seule voie qui nous reste. C'est-à-dire qu'il faut faire le nettoyage de l'Union africaine et l'orienter vers le panafricanisme. C'est-à-dire que l'État continental, c'est notre chance. Sinon, on ne va nulle part. Je ne veux rien anticiper. Oui. Nos auditeurs savent qu'on a une prochaine rencontre. C'est sûr. Et c'est de ça que nous parlerons. Parce que moi, je chute ici pour laisser la place à la prochaine fois. Et voilà. Voilà. Et parler de plus en détail du panafricanisme. Qui, je répète, est le chemin que nous avons le devoir de parcourir. Sinon, on ne va nulle part. Tout à fait belle transition. De toute façon, voilà, pour montrer donc à nos amis auditeurs que d'ailleurs nous l'avons déjà signalé lors de nos émissions précédentes sur le panafricanisme. Ce sera donc notre prochain thème ici sur Africa Live. Alors, un dernier mot, notre ami Mathias Mugwe, qui a été donc très gentil, hein, nous avons pris tout votre temps cet après-midi, donc en restant avec nous pendant plus d'une heure. Et il faut que les auditeurs sachent la vérité. Nous nous sommes mis d'accord depuis le début. Voilà. Pour que je vous réserve de mon dimanche, et c'est avec joie que je l'ai fait. Tout à fait. En tout cas, nous vous remercions infiniment. Moi, c'est vraiment moi qui vous remercie. Voilà. C'est un honneur que de parler pour les miens. C'est peut-être la seule chose que je peux mettre sur la table du combat en ce moment. Tout à fait. En attendant que les choses se concrétisent sur le terrain. Et je le fais avec toute ma passion et tout mon engagement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution très enrichissante. Et nous aurons certainement dans les tout prochaines semaines un autre débat sur le panafricanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la participation donc de Mathias Mugwe, journaliste, content éditeur depuis l'Italie. Merci Mathias et on se dit à la prochaine. Merci à vous et je vous salue toujours comme je salue les gens depuis chez moi en Gaoundéry. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir.